Le 6 novembre 1985, des guérilleros du M19, le mouvement du 19 avril, s'emparent du palais de justice de Bogota, siège du pouvoir judiciaire colombien. À l'intérieur du bâtiment, les rebelles détiennent 350 personnes en otage. Le M19 exige, entre autres choses, le jugement public du président de la République, Belisario Betancourt. Mais le gouvernement refuse de négocier et l'armée donne l'assaut. « 27 heures plus tard, le palais est en ruine, 94 personnes ont été tuées. Parmi elles, 11 juges de la Cour suprême. Le système judiciaire colombien est totalement anéanti. 2 heures après la fin des combats, César Rodriguez, le frère de l'un des otages, s'exprime à la radio nationale. J'enquêtais sur le sort de Carlos Augusto Rodriguez Vera, le responsable de la cafétéria du palais de justice qui est porté disparu depuis hier et dont nous n'avons aucune nouvelle. Le problème, c'est qu'aucune des 8 personnes qui travaillaient à la cafétéria n'a donné de nouvelles. On ne connaît pas la liste des otages rescapés, arrêtés ou morts. Et aucune famille de ces 8 personnes n'a la moindre nouvelle d'elles. Il apparaît rapidement que ce ne sont pas 8 personnes qui ont disparu durant l'assaut, mais 12. Ces disparitions font l'objet d'une polémique qui dure jusqu'à aujourd'hui. 23 ans après l'assaut du palais de justice, débute une série de procès dont les accusés ne sont pas des membres du M19, mais des responsables militaires. Parmi eux, le héros de ce 6 novembre 1985, le colonel Luis Alfonso Plazas Vega. Il est jugé pour son implication dans la disparition forcée des 8 employés de la cafétéria du palais, de 3 visiteurs et d'un membre de la guérilla. Y a-t-il des choses que vous savez et que vous pourriez nous raconter? Désolé, je ne peux pas vous répondre, les gars. Je dois respecter la procédure judiciaire colombienne. Après 3 années d'enquête menées par la procureure Angela Buitrago, s'ouvre le premier procès mené contre les responsables de l'armée. Le colonel Plazas Vega est l'un des premiers militaires à être traduit devant un tribunal civil pour sa conduite durant cette intervention militaire. Le rôle de l'armée était de protéger les otages et les citoyens qui se trouvaient à l'intérieur du palais de justice et de stopper l'attaque terroriste du M19. Ça ne fait aucun doute. Mais ce qui est inadmissible, votre honneur, c'est d'avoir fait disparaître ces personnes sans leur garantir la moindre défense, même s'ils faisaient partie des terroristes. Depuis quand le colonel Plazas tue-t-il des personnes qui servent du café dans une cafétéria? C'est absurde. Moi, j'ai uniquement secouru des gens. Qu'est-ce que j'ai à voir avec des personnes qui auraient disparu 23 ans plus tard? Tout ce que je connais de lui, ce sont des photos ou les histoires que me raconte la famille. Que des choses gentilles. Qu'il avait beaucoup d'amis, qu'il aimait faire la fête, que c'était quelqu'un de sérieux. Qu'il était très heureux quand je suis née. Le jour où il est allé au palais de justice, le jour où il a disparu, il parlait de mon baptême, qui devait avoir lieu quelques jours plus tard. Mon fils, c'est lui, là. Il travaillait déjà comme serveur. Une chose est sûre, c'est que le jour où Bernardo a disparu, la dernière à l'avoir vu à la maison, c'est moi. On se disait toujours au revoir en se bénissant mutuellement. Bernardo est parti, il a pris son sac, il est arrivé au coin de la rue, il s'est retourné et m'a fait au revoir. Alvaro Almanza, journaliste à RCN, a saisi ces images dans les sous-sols de la Cour suprême et du Conseil d'État.
Les guerrieros du M19 ont commencé à hurler et à tirer en l'air à la mitrailleuse. Et l'immeuble était entièrement ravagé. 35 guérilleros du M19 pénètrent dans l'immeuble par le parking souterrain. Ils tuent 2 agents de la sécurité et l'administrateur de l'immeuble. La situation est très critique. Nous sommes sur l'esplanade en pleine fusillade depuis l'instant où ils ont attaqué le palais de justice. Monsieur Romero, vous avez vu le camion des assaillants entrer dans le palais de justice? Tout à fait, ils ont tiré sur les gardes en entrant. Combien étaient-ils? Combien? Je sais pas. Mais c'est difficile à dire parce que... on a tout de suite entendu les salves de mitraillettes. Et les gens à l'intérieur ont répliqué immédiatement. Quand j'ai commencé à entendre les coups de feu, les bris de verre, les portes enfoncées, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. C'était les guérilleros du M19. Ils nous avaient déjà menacés. Les guérilleros du M19 ont l'habitude de ridiculiser l'armée. Au Nouvel An 1979, ils s'introduisent dans une base militaire en passant par un tunnel et dérobent 5000 armes. L'armée n'hésite pas à faire usage de la torture pour récupérer les armes et arrête la plupart des chefs du M19. En 1980, le M19 prend d'assaut l'ambassade de la République dominicaine. Au bout de 3 mois de négociations, ils obtiennent $1 million de rançon et un sauf-conduit pour Cuba. En 1982, Belisario Betancourt est élu président. Il fait alors une promesse restée célèbre en Colombie. Plus une seule goutte de sang colombien. Contre l'avis de l'armée, Betancourt accorde l'amnistie aux guérilleros et signe un accord de paix censé aboutir à une trêve. Mais cette trêve ne sera jamais respectée et le processus de paix échoue définitivement avec l'attaque du palais de justice. Nous dénonçons par les armes le gouvernement du président Betancourt, parce qu'il a trahi tous les traités signés à Medellín, Corinto et El Obo. Combien de temps va durer l'occupation? Jusqu'à ce que le gouvernement accepte de négocier et organise le procès que nous réclamons. Ils avaient l'intention de juger le président de la République. Ce jugement devait avoir lieu au milieu de la place Bolivar. Les magistrats s'y seraient rendus de leur plein gré parce qu'ils étaient d'accord avec le processus de paix. Ils voulaient le pouvoir. Pour eux, ce n'était pas une attaque de plus. C'était l'attaque avec un grand A. La dernière étape avant la prise du pouvoir. L'information est la suivante. Les renforts viennent d'arriver pour rétablir l'ordre. Des tanks de fabrication brésilienne se déploient en ce moment même tout près de la place Bolivar. L'armée installe son quartier général dans la Casa del Florero, un musée situé en face du palais de justice. À sa tête, le général Arias Cabrales. Le colonel Plazas Vega, commandant de l'école de cavalerie et gendre du ministre de la Défense, est en charge du déploiement des chars. Je me souviens que dès mon plus jeune âge, j'enfilais la veste de mon père. J'aimais bien me regarder dans la glace avec la veste militaire de mon père. Parce que quand j'étais enfant, la Colombie luttait contre les problèmes de guérilla dans les llanos, à l'est du pays. Quand mon père partait, je me mettais à pleurer très fort. Je demandais « Pourquoi mon papa s'en va ?» Ton papa va faire respecter l'ordre public. Et c'est quoi l'ordre public? C'est combattre la guérilla. Donc, depuis toujours, je sais qu'il faut combattre la guérilla. Ça a toujours été plus ou moins la même chose. Et c'est mon père qui m'a appris ça. Pour moi, les guérilleros sont une bande de détraqués
qui se laisse diriger par un groupe de gens ambitieux qui cherchent à prendre le contrôle politique du pays pour en faire un État marxiste. 4 unités du M19, sous le commandement d'Andrés Amarales, se réunissent la veille de l'attaque dans 2 lieux tenus secrets. Suite à une erreur de communication, l'une d'elles n'a pas pu entrer dans le palais de justice. Le chef de cette unité est connu sous le nom de Lázaro. L'opération ne devait pas durer plus de 15 ou 20 jours, un mois tout au plus. On savait que si on ne pouvait pas contenir l'armée pendant les 5 premiers jours, on était mort. On avait ça à l'esprit en partant au palais de justice. À 200 mètres à peine du palais de justice se tient un conseil des ministres en présence du président. Le président de la République nous avait déjà dit ce qu'il comptait faire. Il en avait discuté avec les anciens présidents. Il les avait informés de sa détermination après nous avoir consultés. Pas de négociation avec les guérilleros. Pas de négociation, c'est-à-dire qu'il ne fera aucune concession. Il ne procédera à aucun échange. Il ne cédera sur rien, parce qu'alors il ne remplirait pas sa mission, qui est de défendre les institutions, de défendre l'état de droit et évidemment de sauver la vie des otages. Je suis resté là pour attendre les ordres du commandant de la brigade. Au bout d'un moment, il m'a appelé et il m'a dit « Il faut qu'on entre dans le palais de justice. Vous êtes prêt à enfoncer la porte qui est le seul accès au bâtiment ?» J'ai dit « Oui, mon général. » Soyez prudent, ils ont peut-être miné l'entrée. On a des véhicules blindés, on verra bien. Et puis il m'a donné l'ordre d'entrer et c'est ce qu'on a fait. J'étais persuadée qu'il ne pouvait rien arriver aux juges de la République. Moi, je pensais que l'armée allait les protéger. Et je m'imaginais qu'ils allaient trouver le moyen de les libérer. J'ai repris un peu espoir quand, aux alentours de 12h30, 1h30, on a appris que l'armée était arrivée sur place. Je pensais qu'on avait une chance d'être sauvés. Mais quand ça a commencé à tirer de tous les côtés, j'ai perdu tout espoir. On ne voyait pas comment on pouvait s'en sortir. En fait, on a sous-estimé la réaction de l'armée. On savait qu'ils allaient réagir avec force. Mais on n'avait pas anticipé que ce serait aussi violent, aussi sanglant. Imaginez que vous soyez chez vous et que soudain quelqu'un arrive pour vous tuer avec un couteau. Est-ce que vous dites « Ne bougez pas, je vais chercher un couteau dans la cuisine » ou vous lui tirez dessus avec votre pistolet? Il ne viendrait à l'idée de personne de dire « Oh non, ce n'est pas juste. J'ai un pistolet et lui n'a qu'un couteau. Excusez-moi, je vais chercher un couteau à la cuisine pour qu'on soit à égalité. » Non. Dans toutes les guerres de l'histoire, une armée
qui veut remporter la victoire cherche à employer des armes plus puissantes que celles de l'armée adverse. C'est pas vrai? Il y a quelqu'un là-bas. Arrête un peu de tirer. Il faut l'obliger à gâcher ses munitions. Nous, on a les moyens de tenir. On va voir si on les liquide rapidement. Ça tirait déjà de l'intérieur du palais, les balles que tiraient les guérilleros. Et du côté de la rue, ils avaient fait voler les vitres en éclats. Ma secrétaire et moi, on s'est jetés à terre. Là, j'ai reçu une balle dans ma prothèse, la jambe de bois que je portais à l'époque. On pensait qu'il protégerait au moins la vie des juges, la vie des civils qui se trouvaient là. Nous, après tout, on était des combattants, on était prêts à mourir. Notre sort, c'était la mort ou la prison. Mais ils traitaient tout le monde pareil. Quand on fait la guerre, on planifie tout minutieusement. Mais au moment du combat, on se débrouille comme on peut. Le désordre, ça fait partie de la guerre. Le dénominateur commun des batailles, c'est la confusion et le désordre. Qu'ils sortent 5 par 5. Informez toutes les unités que les guérilleros sont en train d'échanger leurs vêtements avec ceux des otages pour pouvoir sortir du bâtiment. À vous. Une quarantaine de personnes ont été évacuées du palais de justice et ont été installées ici, dans la Casa del Florero. Pour que personne ne puisse s'échapper pendant le transfert du palais de justice à la Casa del Florero, le commandant de la brigade propose de constituer une haie d'honneur, d'établir une espèce de ligne de contrôle avec la police militaire pour que tous ceux qui sortent du palais aillent directement à la Casa del Florero. Le premier jour, près de 150 otages sont évacués. Tous ceux qui ne peuvent pas prouver leur identité sont interrogés à la Casa del Florero. Le colonel Sanchez Rubiano, des services de renseignement, avait reçu l'ordre d'organiser des groupes d'interrogateurs. Chaque groupe devait remplir un dossier. Chaque personne rescapée s'asseyait devant un interrogateur qui lui demandait de prouver son identité. J'ai ignoré tout ça puisque je n'y étais pas. J'étais dans un char en train de tirer et de sauver des gens. 23 ans plus tard, ce qui est reproché au colonel Plazas Vega, c'est d'avoir menti sur son rôle le jour de l'assaut. J'aimerais également confirmer un autre fait, démenti par Luis Alfonso Plazas Vega. Il a bien été en contact avec les otages. Et de plus, il a fourni des informations sur les otages. Nous avons la preuve qu'il ne se trouvait pas toujours là où il prétendait être. Nous avons la preuve qu'il se trouvait à la Casa del Florero, qu'il était en contact avec les otages libérés du palais de justice. C'est clairement indiqué dans un document trouvé lors d'une perquisition à l'école de cavalerie, un rapport qui, même s'il ne porte pas la signature de Luis Alfonso Plazas Vega, est référencé dans un registre, ce qui prouve son existence.
Ils prétendent que ce document constitue une preuve suffisante pour me mettre en prison, même s'il ne porte pas ma signature. Je ne me souviens pas qui m'a présenté ce document et pourquoi ils ont mis mon nom dessus. Et j'en déduis que quelqu'un a rédigé ce rapport pour que je le signe, mais je ne l'ai pas signé parce que le contenu ne me plaisait pas. Voici son contenu. À 12h30 le 7 novembre. Rappelons que ce document doit être signé par Luis Alfonso Plazas Vega. C'est sous mon contrôle direct qu'a commencé la libération des otages. Contrôle direct a une signification très particulière dans le milieu militaire. Il y a plusieurs personnes qui sont au 2e étage du vieux bâtiment de la Casa del Florero. Elles sont actuellement interrogées par les autorités et elles n'ont pas pu expliquer pour l'instant leur présence au palais de justice au moment de l'arrivée des guerrilleros. Victor. Oui, j'ai terminé. Dans ce but, on a interrogé des personnes considérées comme suspectes ou comme étant des membres éventuels de la guérilla. À 16h, la plupart des otages du 1er et du 2e étage sont évacués du palais de justice. Mais ceux du 3e et du 4e étage sont toujours retenus prisonniers. Le président de la Cour suprême, Alfonso Reyes Echandía, et 8 autres juges se trouvent au 4e étage. Il lance un appel radio à l'armée et au président de la République. Nous sommes encerclés par les membres du M19. Dites au président de la République d'ordonner le cessez-le-feu. Ici Alfonso Yaquin, je suis le commandant second de cette opération. Le président de la République a refusé de parler au président de la Cour suprême et il va mourir. Ce n'est pas le M19 qui a pris d'assaut le palais de justice, ce sont les tanks de l'armée. C'est terrible. L'armée est entrée avec des tanks et elle tire. Quand ils arriveront à notre étage, nous allons tous mourir. Allô? Allô, président Reyes Echandía? Et on a continué à se parler au téléphone jusqu'à ce que la fusillade commence. Il me disait « Je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'embrasse. Prends soin des filles. » Je n'ai rien su répondre. En fait, je ne pensais pas qu'il leur arriverait quoi que ce soit parce que, en tant qu'Uruguayenne, pour moi, la décision du pouvoir, ce que je veux dire, c'est que je ne comprenais pas pourquoi, si le président de la Cour suprême donnait un ordre aux militaires, pourquoi il n'arrêtait pas? Le président de la République a dit une chose cette nuit-là. L'une de ses consignes était qu'on était absolument obligé de faire le maximum pour sauver la vie des magistrats. J'en suis arrivé à la conclusion que cette consigne n'a pas été respectée. Que le but poursuivi par l'armée et la police n'était pas de sauver la vie des juges, que cette opération n'avait désormais qu'un seul but, écraser, en finir avec la guérilla du M19 qui se trouvait à l'intérieur. À 7h30 du matin, le palais est ravagé par les flammes. Les causes de l'incendie n'ont jamais été élucidées. Au moment de l'attaque, la Cour suprême débat de la légitimité de l'extradition des narcotrafiquants vers les États-Unis. Selon une théorie que le M19 a toujours démentie,
L'attaque du palais de justice aurait été financée par les narcotrafiquants pour détruire les documents relatifs à l'extradition. À cette époque également, des procédures judiciaires sont engagées contre des membres de l'armée. On raconte que l'assaut était une occasion pour celle-ci de régler ses comptes avec le pouvoir judiciaire. Tandis que l'incendie devient incontrôlable, les guérilleros et les otages se réfugient dans les toilettes de l'aile ouest du bâtiment. On ignore à ce moment-là où se trouvent les employés de la cafétéria. Aucun survivant ne se souvient les avoir vus dans les toilettes. J'étais en train de sortir en me traînant quand M. Almarales, le chef du M19, m'a dit « Maître Murcia Baleine, que vous est-il arrivé ?» Ils ont fait sauter ma prothèse. « Attendez, je vais vous aider. » Il m'a attrapé le bras, il m'a soulevé et m'a emmené dans les toilettes avec tous les autres otages. C'était grand, ça faisait environ 20 mètres carrés, et il y avait là une cinquantaine de personnes. Et comme on était très nombreux, ils nous ont dit « Asseyez-vous par terre sur le sol, déjà tout inondé, et écartez les jambes. » Comme ça, chacun pouvait s'asseoir entre les jambes de son voisin pour gagner de la place. Et on est parti dormir. Une nouvelle erreur. On n'aurait jamais dû aller dormir cette nuit-là. On est parti parce que le président a suspendu la réunion. Les militaires qui étaient là nous ont dit qu'on pouvait partir tranquille et que si jamais les opérations reprenaient, ce ne serait pas avant le lendemain matin à la première heure. Résultat, quand j'ai quitté le palais présidentiel pour rentrer chez moi, j'ai entendu à la radio les échanges de tirs les plus intenses que j'avais jamais entendus depuis le début de l'attaque du palais de justice. Pourtant, les responsables militaires nous avaient dit que les circonstances rendaient impossible la poursuite des combats entre les guérilleros et l'armée. Après, ils ne nous ont pas dit la vérité non plus. Comment se fait-il que tous les députés et tous les membres du Congrès ne se sont pas rendus sur place pour faire cesser les combats? Pourquoi il n'y a pas eu de mobilisation pour l'arrêter? Je n'ai jamais compris. C'était l'abandon absolu de ces personnes. Ils ont dit qu'ils défendaient la démocratie, qu'ils défendaient les institutions. Et en même temps, ils ont brûlé les gens qui représentaient la justice de ce pays. J'ai ressenti un abandon total. Une solitude semblable à celle du Christ. Quand il a dit sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le lendemain, le soleil s'est levé sur le palais détruit. Tôt le lendemain de l'assaut, un journaliste déclare à la radio que selon l'armée, tous les otages encore présents à l'intérieur du palais sont morts. L'armée va procéder à une opération de ratissage pour tuer les guérilleros encore vivants. Dans les toilettes, les otages entendent les bulletins d'information à la radio.
On a compris que c'était un moment critique et on a dit à M. Almarales, vous avez pris d'assaut le bâtiment et ça a des répercussions mondiales. C'est un acte politique de protestation, mais vous avez perdu. Pourquoi ne pas vous rendre? Les otages parviennent à convaincre les guérilleros de laisser sortir le juge Reinaldo Arciniegas avec une lettre pour informer l'armée qu'il y avait toujours des otages vivants à l'intérieur du bâtiment. Combien y a-t-il d'otages selon lui? Je pense qu'il exagère un peu parce qu'il parle de 50 personnes et hier on en a évacué 148, plus ceux qu'on a évacués ce matin par le sous-sol. Ce sont surtout des auxiliaires et du personnel de service. À mon avis, ils sont moins nombreux. Terminé. La bataille se poursuit sans relâche et le gouvernement décide alors d'essayer de dialoguer avec les guérilleros. Ce n'était pas un message ouvert de paix et de réconciliation avec la guérilla. Mais je me disais que si j'arrivais à discuter avec Andrés Almarales, j'aurais pu, lors de cette discussion, lui préciser les raisons pour lesquelles je voulais lui parler. Le message a été transmis au docteur Carlos Martínez, qui était le chef de la Croix-Rouge. Mais ils ne l'ont pas laissé entrer. Paladine veut que vous retardiez l'arrivée de Martinez. Envoyez-le à l'armée pour coordonner tout ça. À vous. Si j'ai bien compris, la Croix-Rouge n'est pas encore arrivée. On est donc libre d'agir. S'il vous plaît, dépêchez-vous de les éliminer et de consolider l'objectif. Terminé. Le capitaine nous a dit, bon, qui n'est pas en état d'entrer, parce qu'il ne veut pas ou ne peut pas. Évidemment, il y a eu 3 ou 4 couillons qui ont levé la main. Vous 3, entrez les premiers. J'ai eu tellement peur que j'ai fait un bond de côté parce qu'il y avait une guérillera dans la diagonale en train de tirer vers nous. Grâce au juge Arciniegas, l'armée sait désormais où se trouvent les guérilleros et elle concentre son attaque sur les toilettes. L'offensive a été très violente. L'objectif, c'était de rentrer et d'en finir une bonne fois pour toutes, et peu importe qui on tuait. Il fallait aller de l'avant. Les balles volaient dans tous les sens parce que l'armée savait où les otages se trouvaient. On leur criait de ne pas tirer, qu'on était innocents, qu'on n'était pas des guérilleros. Les otages hurlaient et suppliaient d'arrêter de tirer. Arrêtez, ne tirez pas, discutons, attendez. QSL Arcano 5, ici on est en train de leur balancer tout ce qu'on a, des grenades, des roquettes. On vient d'utiliser un bon explosif et on va voir ce qui se passe. Il a explosé il y a environ 30 secondes. Même après l'ouverture du trou, ils ont tiré 3 ou 4 roquettes à l'intérieur. La stratégie a changé et au lieu d'affronter l'armée, les guérilleros décident de s'aligner contre le mur et d'utiliser les juges pour se protéger. Le M19 meurt debout. Tous ses membres meurent debout. Et du coup, tous ceux qui étaient présents, les guérilleros et les otages, allaient soit s'en sortir vivants, soit tous mourir. Des rafales. C'est ça qui a fait le plus de morts. C'est là que j'ai absorbé, ou en tout cas respiré, du sang humain. Et moi, en me reculant un peu et en me retournant, au lieu de recevoir une balle dans la poitrine, comme c'était le cas de mes amis de la cour qui sont morts là-bas, ils m'ont blessé au côté. Le juge Horacio, qui était dans l'escalier pour tenter de s'échapper, m'a aidé parce que je n'arrivais pas à marcher tout seul. Il m'a aidé à descendre les escaliers quand soudain, une grenade a explosé. Et il m'a dit
Umberto, je suis touché. Tu es touché, toi? J'ai dit non. Et tout à coup, il a dit « Je meurs, je meurs ». Sa tête s'est affaissée et il est mort alors qu'il me serrait dans ses bras. On vient d'apprendre l'entrée des forces de l'ordre au 4e étage, le dernier étage du palais de justice. Oui, le commandant de l'école de cavalerie a informé la radio-télévision nationale qu'ils avaient trouvé au 4e étage les corps de 25 guerrilleros du M19. Comment se présente la situation, colonel Plazas? Elle est stable. Nous essayons d'atteindre leur dernier bastion. Les personnes évacuées sont des militaires ou des guerrilleros? Des guerrilleros. En uniforme? Certains sont en tenue de combat, d'autres en tenue de policier et d'autres en civil. Recommandation spéciale. Maintenez ceux qui ne sont pas blessés et ceux qui ne sont pas identifiés à l'isolement. À l'instant même, un membre des forces de l'ordre menace un homme d'une arme à feu. Je vais essayer de le voir de plus près. Il porte une chemise kaki. Des hommes sortent également. Les femmes sont déjà sorties et des hommes sortent actuellement. Une vingtaine de personnes ont été évacuées du palais de justice. Il y a un homme avec les mains en l'air sous la menace d'un fusil. Au moins 5 guerrilleros présumés ont été arrêtés. Un homme amputé d'une jambe est en train de sortir. Dieu soit loué, c'est maître Umberto Murcia Balen, magistrat de la Cour suprême de justice. L'information est la suivante. On évacue à l'instant même le juge Umberto Murcia Balen pour le transférer d'urgence en ambulance sans sa prothèse. Il est blessé. Nous ignorons pour l'instant si c'est grave. Ses vêtements sont tachés de sang d'après ce que nous voyons. Francisco, il y a des nouvelles du président de la Cour suprême? Non, Juan. Nous n'avons pas vu le président de la Cour suprême. L'ambulance qui est partie il y a quelques minutes transportait apparemment un civil blessé. Nous avons des précisions. Un couple a été transporté à l'école de cavalerie. Un homme et une femme, probablement des guerrilleros selon nos informations. Nous venons d'apprendre par des soldats que les guerrilleros se sont rendus et que l'armée est victorieuse. Vous avez réussi? Bien sûr. Ça a été dur, mais ils se sont rendus. Malgré des témoignages contraires et des déclarations de l'armée indiquant que beaucoup de guerrilleros ont été capturés, seuls 2 membres du M19 ont survécu à l'attaque. Clara Elena Enciso a fui au Mexique. Et Irma Franco a été vue pour la dernière fois à la Casa del Florero. Je ne sais pas comment annoncer la nouvelle, mais nous avons confirmation que 8 magistrats ont été tués. Parmi eux, le président de la Cour suprême, Alfonso Reyes Echandía. Reculez, mettez-vous en formation et déchargez vos fusils. Vous avez fait un boulot formidable, vous êtes les meilleurs. Il n'y a rien de comparable à l'émotion qu'on a ressentie devant la gratitude de la population de Bogota. Les gens ont envahi les trottoirs au passage des véhicules en criant leur soutien à l'armée nationale. C'étaient des citoyens qui n'avaient pas dormi cette nuit-là et qui ne savaient pas où ce siège nous mènerait. Si le gouvernement finirait aux mains du M19 et des narcotrafiquants, ou si l'État parviendrait à se maintenir au pouvoir. Finalement, c'est ce qui s'est produit. Nous avons défendu le système démocratique. 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 Le système dém
La seule chose qui tenait encore debout, c'était les dalles et les colonnes de béton. Sinon, l'incendie avait tout détruit. Par exemple, les bureaux avec les machines à écrire avaient fondu, et il restait juste des petits tas. Pareil pour les cadavres. En brûlant, les corps se mettent en position fétale. Les muscles se contractent. La dernière partie qui brûle, c'est l'abdomen, parce qu'il contient de l'eau. C'était comme quand on fait brûler des tripes, le même aspect, la même odeur. C'était vraiment horrible de penser qu'il s'agissait d'une personne. Tous les cadavres qui étaient dans les étages ont été descendus au rez-de-chaussée. Grave erreur. Parce que tout le monde sait qu'il ne faut pas déplacer un corps qui a subi une mort violente. On ne bouge même pas la position d'une main. Parce que le médecin légiste ne pourra plus établir la cause du décès. Certains corps ont même été lavés avant d'être envoyés à la morgue. Aucune précaution n'a été prise à l'intérieur du palais de justice pour conserver les preuves. On ne connaît pas la liste des otages rescapés, arrêtés ou morts. Et aucune famille de ces 8 personnes n'a la moindre nouvelle d'elles. Les parents des disparus ont demandé au gouvernement d'enquêter sur le sort de nos proches. Parce que, pour l'instant, personne ne nous a fourni d'explications satisfaisantes. On a passé toute la journée du 7 novembre à chercher. On est resté place Bolivar à regarder tous ceux qui sortaient du bâtiment. Les cadavres qui dégageaient encore de la fumée par la bouche. Les corps calcinés qu'on évacuait sur des plateaux. Les jours suivants, les familles des employés de la cafétéria cherchent en vain des traces de leurs proches. Quand le jour a fini par se lever, je suis allé à la morgue. C'était dantesque. Malgré tout, j'ai trouvé la force d'aller d'un cadavre à l'autre pour voir si je trouvais mon fils. Mais non. Pilar Navarrete, la belle-fille d'Hector Beltran, y retourne tous les jours pour obtenir des nouvelles de son mari. Pilar, est-ce qu'il y a de nouveaux arrivants? Non, ce sont les mêmes que dimanche. Les mêmes, ils sont entièrement calcinés, méconnaissables, sans tête, sans bras. Rien. Quand l'assaut a pris fin, on m'a appelé d'une station de radio pour me dire que Carlos Horacio était blessé mais vivant. Et qu'il avait probablement été transporté à l'hôpital militaire. Alors, on s'est précipité là-bas, on y restait un moment. Ensuite, ils nous ont dit que non. Il n'était pas là. Alors, on est allé à la Casa del Florero. Là, j'ai rencontré Germán Castro et il m'a dit « Non, ne cherchez pas ici, parce qu'on s'est déjà renseigné. On a vérifié la liste des morts et il n'est pas dessus. » Le deuxième jour, il n'était toujours pas à la morgue. Et le troisième, on l'a retrouvé nu à la mort. C'était une épreuve terrible. Ils m'ont demandé d'apporter un costume parce qu'il était complètement nu. Et il n'avait plus aucun vêtement. Je crois que c'était le lundi suivant, aux alentours de midi. Elena, la mère de Carlos, a reçu un coup de fil d'un homme qui lui a dit que Carlos était gravement blessé, qu'il avait été torturé et qu'il se trouvait à l'école de cavalerie. Celui qui appelait faisait partie des services de renseignement de l'armée. Il disait que les disparus étaient à l'école de cavalerie et très mal en point, et qu'on devrait essayer de faire quelque chose pour eux.
Le lendemain, on est allé à la brigade de l'école militaire. On a discuté avec le général Jesús Armando Arias Cabrales. Je lui ai parlé, j'y suis allé avec mon père. Il a dit qu'il n'y avait aucun détenu. Il n'y a aucun détenu. Les gens qui sont sortis ont tous été transférés à la Casa del Florero. On a relevé leur identité et on les a renvoyés chez eux. J'arrive à l'hôpital militaire et tout à coup arrivent les Rodriguez et Pilar. Et là, on a commencé à réaliser qu'on était pareil. Que ceux qu'on cherchait, c'étaient les employés de la cafétéria, ceux qui avaient disparu. Et du coup, on a commencé à se rassembler parce qu'on se retrouvait toujours aux mêmes endroits. Comme on partageait la même souffrance, on est devenu une grande famille. Début 1986, peu de temps après la fin de l'assaut, une information judiciaire est ouverte dans laquelle les familles mettent tous leurs espoirs. Le rapport d'enquête accuse clairement le M19 et conclut que l'armée a globalement agi de façon appropriée. Quelques dérapages isolés sont jugés par les tribunaux militaires qui ne condamnent personne. En conclusion, selon ce rapport, les employés de la cafétéria sont probablement morts dans l'incendie du 4e étage. C'était la réponse officielle. Partout où on allait chercher des informations, on nous répondait « Non, ils sont morts carbonisés au 4e étage ». Un an après l'assaut, une marche est organisée pour exiger des réponses concernant le sort des disparus. Eduardo Umania, éminent avocat des droits de l'homme, se rallie à la cause des familles et s'engage à poursuivre le combat jusqu'à ce que les disparus leur soient rendus. Les premières années, on se réunissait avec Eduardo toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et sa devise c'était « Rendez-les-nous vivants parce qu'ils étaient vivants quand vous les avez emportés ». Mais il n'est pas facile d'obtenir justice dans la Colombie des années 1980-1990. De nombreux témoins sont menacés. En 1989, le M19 dépose les armes. Ses partisans sont amnistiés et le groupe devient un parti politique officiel. Avec des membres du M19 au gouvernement, la volonté politique d'enquêter sur l'attaque du palais de justice s'est encore affaiblie. Les narcotrafiquants bénéficient d'un pouvoir sans précédent. Les guérilleros, comme les paramilitaires, profitent des largesses des cartels. Les juges, les journalistes, la police et les politiciens sont terrorisés. La population vit dans la peur. Entre 1985 et 2001, plus de 400 000 assassinats sont commis en Colombie. 4% seulement des procès aboutissent. Le combat des familles pour le droit à la vérité est totalement ignoré par le gouvernement, le système judiciaire et l'armée. Le 18 avril 1998, l'avocat des familles, José Eduardo Umania, est assassiné. Pour moi, le meurtre de José Eduardo est un événement marquant dans l'histoire du combat du palais de justice. Parce que c'est un peu comme si quelqu'un avait tué notre papa. On se dit, l'affaire est décapitée, elle est morte. Les disparus du palais de justice étaient des employés de la cafétéria, la dame des toilettes, des cuisiniers, des aides-cuisiniers. Leur famille était donc d'un milieu très pauvre, mais ils étaient déterminés dans leur combat. Tous les ans, le 6 novembre, ils se retrouvaient place Bolivar et priaient pour le retour de leurs proches. Tous les 6 novembre, dans la cathédrale, il y avait une messe pour réclamer leur retour. Et quand finalement cette lumière est apparue, 20 ans après l'assaut du palais de justice, et que la procureure a décidé de reprendre l'enquête, ils étaient là. Ils sont comme une force monolithique. Ils sont tous unis, tous amis, parce que l'esprit de l'Holocauste du palais de justice brille en eux. C'est une lumière intérieure qui les anime. Je suis certain qu'ils n'arrêteront pas tant qu'ils ne sauront pas ce qui est arrivé à leurs proches au cours de ces journées sinistres du 6 et du 7 novembre 1985.
Premièrement, c'est faux qu'il a été prouvé que des personnes portées disparues étaient sorties vivantes du palais de justice. C'est totalement faux. C'est une thèse que les médias n'ont pas cessé de répéter, mais aucune preuve n'est venue confirmer cette thèse au cours du procès. Le rapport de la procureure Buitrago contre Plazas Vega doit établir la preuve que les disparus étaient vivants quand ils ont quitté le palais. Son dossier repose sur des centaines de déclarations recueillies auprès de témoins et dans les médias à l'époque de l'attaque. Il y avait une vidéo sur une télévision espagnole où on voyait une personne qui ressemblait beaucoup à Carlos. Mais la qualité de l'image était mauvaise. Mon père, depuis le début, disait que c'était Carlos. De nombreuses personnes sont sorties à 13h30 ce jour-là, le 7 novembre. Et ce 7 novembre, parmi les gens qui sortent, là, il y a Cristina del Pilar Guarín. Elle a été reconnue par ses proches. Elle est sur les épaules d'un homme. Bernardo Beltrán, qui est tenu par un soldat de l'armée nationale. Sur cette image, on peut voir David Suspes, main en l'air, tenu lui aussi par un soldat. Et puis Carlos Augusto Rodriguez Vera, qu'on voit ici sur cette photo. Gloria Stella Lizarazo. Ces personnes ont été reconnues par leurs familles. Ces images nous ont permis de conclure, avec une quasi-certitude, Votre Honneur, que ces personnes sont sorties vivantes du palais de justice. Et que malheureusement, elles sont aujourd'hui encore, toujours portées disparues. Espérons que si on laisse traîner une manche, on ne retrouvera pas toute la veste. Terminé. Il lui dit, espérons que si on laisse traîner une manche, on ne retrouvera pas toute la veste. Une expertise a été réalisée par des membres de la police nationale de Colombie, des spécialistes en communication. La conclusion à laquelle ils sont parvenus est catégorique. C'est une expression utilisée en cas de disparition. L'ordre était de les faire disparaître. Il n'y a aucune autre interprétation possible, Votre Honneur. C'est ce que les deux experts ont déclaré lors des auditions. Les disparitions forcées, c'est très difficile à supporter. Ta famille se retrouve impliquée dans quelque chose d'atroce, dans une angoisse, une peur effroyable. Il n'y a pas moyen de vivre, pas moyen de savoir où ils sont passés. Et le pire, c'est que vous savez que la personne est probablement morte, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et comme l'amour est toujours plus fort que tout, l'amour vous fait toujours croire que quelqu'un que vous aimez et qui a disparu ou qui a été victime d'une disparition forcée est toujours en vie. C'est le marteau qui ne cessera jamais de briser l'âme et le cœur d'une famille. Je me souviens parfaitement de la première année de la disparition de Bernardo. Le fait d'être avec nos verres autour de maman, ça signifiait tellement de choses que ça ne signifiait plus rien. Parce qu'il y avait tellement de douleur et d'angoisse qu'on ne formait plus qu'un seul chagrin.
À force de regarder le lit de Cristina, les vêtements de Cristina, on a commencé à se débarrasser de tout, pour se débarrasser de la douleur. Alors j'ai jeté ses vêtements, j'ai brûlé ses vêtements, j'ai brûlé ses diplômes, j'ai jeté ses photos, je ne voulais pas de photos. Ça, c'est vraiment important pour moi. Parce que c'est la seule photo où on est réunis tous les trois. Ma mère, mon père et moi. Et il porte ce pull. Savoir qu'il m'a tenue dans ses bras alors qu'il portait ce pull, c'est quelque chose de très agréable. Quand est-ce que je le porte? Quand j'ai envie de sentir mon père près de moi, quand j'ai passé une mauvaise journée. Des fois, je le porte simplement parce qu'il appartenait à mon père. Je le vois et j'ai envie de le mettre, sans raison spéciale. C'est juste le fait de savoir qu'il appartenait à mon père. Et voilà. Mai 2009. Depuis 16 mois, les avocats du colonel Plazas Vega ont réussi à repousser à plusieurs reprises la tenue du procès, mettant en cause la légitimité d'un tribunal civil. Le docteur Zuluaga m'a délivré un certificat et il m'a dit de ne pas assister aux audiences. Mais la juge a insisté auprès de mon avocat pour que je me présente. Dites au personnel de la prison de l'amener. Dites-lui clairement, maître, qu'il est prié d'assister à son procès. Ce qu'on m'inflige est criminel. La juge Jara est une criminelle. La procureure Buitrago est une criminelle. Et l'avocat général Mario Iguaran aussi. Comment je peux exprimer, moi, la douleur qu'on ressent quand on se retrouve face à face avec le principal protagoniste, pour ainsi dire, des disparitions, des tortures? Cette douleur est immense. La rancune remue en moi. De les voir là, à 1 mètre de moi, et ne rien pouvoir leur dire. C'est un spectacle bien ficelé. Tout le monde tient parfaitement son rôle. Ceux qui jouent les procureurs et qui prétendent défendre les droits de l'homme, mais qui violent mes droits d'homme à moi. Les fonctionnaires du tribunal sont aussi de grands acteurs. On dirait un procès équitable, alors qu'en réalité, ils me font payer pour le boulot que j'ai fait en défendant la nation. La Cour qualifie d'outrage à la justice le refus de l'ancien colonel Alfonso Plazas Vega de comparaître au procès des disparus du palais de justice. L'audition a commencé en l'absence de l'accusé. À 3 reprises, celui-ci a obtenu le renvoi du procès. C'est un manque de respect envers la justice, votre honneur. Pour la procureure, cette attitude est une insulte à la justice. Cette année, il a changé 3 fois d'avocat. Son attitude a été claire tout au long du procès. On assiste à l'évidence à des tactiques dilatoires consistant à ralentir les cours des audiences publiques. Hier, le colonel Luis Alfonso Plazas Vega
utilisant son droit à se défendre, a présenté un recours contre Madame la juge qui viole le droit international humanitaire dont bénéficie chaque prévenu. L'audience est suspendue parce que par disposition légale, elle doit être suspendue. Je viens réclamer le droit d'obtenir justice. Qu'on ne se moque pas de la justice en exigeant qu'il n'y ait pas d'audience parce que monsieur n'a pas voulu venir. Pourquoi l'audience a-t-elle été suspendue? J'en sais rien, personne ne m'a rien dit. À part que c'était suspendu. Ça recommence une fois de plus, l'impunité se perpétue. C'est nous les victimes. J'ai perdu un fils et seule une personne qui a perdu un enfant, dans des circonstances comme celle-ci, peut comprendre ma douleur, ma frustration face aux manigances de cet homme. L'enquête d'Angela Buitrago conclut que les disparus, soupçonnés par l'armée d'être des guérilleros, ont été transférés à l'école de cavalerie et au bataillon Charisolano, où ils ont été torturés. Malgré des recherches approfondies, les corps des disparus n'ont pas été retrouvés. Au cours de l'enquête, nous avons prouvé, grâce à de nombreux témoignages, que les gens ont été victimes de pratiques non orthodoxes et de torture. Les recherches qui ont été menées dans ce contexte m'ont permis de vérifier que l'Académie de cavalerie avait effectivement retenu prisonniers certains suspects après les événements qui se sont déroulés au Palais de justice le 7 novembre 1985. Et que, indépendamment des raisons de la détention, ces personnes avaient été victimes de mauvais traitements, de décharges électriques ou de pratiques particulières, des coups, des sévices. À l'intérieur des bâtiments de l'école de cavalerie, il y avait un secteur qui était dirigé par les services de renseignement. Le commandant de l'école de cavalerie n'avait rien à voir avec ce qui se passait là-bas. Diriez-vous que le travail de Plazas s'arrêtait au moment où il livrait les gens aux services de renseignement? Je ne peux pas interpréter autre chose que les preuves. Ce que je pense correspond à ce que disent les preuves. C'est-à-dire qu'il a non seulement arrêté les personnes, mais que l'école de cavalerie est impliquée dans la détention de ces personnes. Dans le procès qui m'est intenté, on me reproche d'avoir été au courant de ce qui se passait là-bas. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passait là-bas? Ils interrogeaient les gens. Mais autant que je sache, personne n'a été ni torturé, ni assassiné. Nous avons la preuve, selon 2 témoignages, que des personnes ont été envoyées à l'école de cavalerie. Ces témoins affirment également qu'il a donné l'ordre d'engager des procédures contre ces gens-là. Quelqu'un a demandé au colonel Plazas ce que fait-on de ces gens. Et c'est là qu'il a dit, je cite, « Pendez ces fils de pute ». Ils ont été conduits à l'école de cavalerie dans une Nissan bleue. Ils ont emmené une femme avec une jupe écossaise, un homme en survêtement, je ne me souviens plus s'il était blanc ou beige. C'était le 2e jour, mais je ne me souviens plus à quelle heure. Comme j'étais quasiment le moins gradé, j'étais second caporal, je m'occupais de la sécurité, j'étais chargé de surveiller les 2 personnes qui venaient d'arriver. Cet homme a déclaré que j'avais ordonné des tortures, des pendaisons, et que des gens sont morts, et que j'ai dit « ne donnez pas d'eau à ces chiens ». Excusez-moi, mais pourquoi est-ce que je me serais mêlé des affaires des services de renseignement pour enquêter sur certaines personnes, alors que j'étais commandant d'une école dont l'activité est le combat et les études, et pas les renseignements? Dans ce document, nous voyons que les personnes qui sont libérées du palais de justice sont escortées. Et qui se charge de les escorter? L'école de cavalerie. Sous la responsabilité de qui? Du commandant Luis Alfonso Plazas Vega. L'enquête permet également de mettre à jour d'autres crimes perpétrés dans le palais de justice. Je crois qu'on a raconté au pays une histoire qui s'est avérée peu à peu totalement fausse.
Et personnellement, j'ai découvert que pendant 22 ans, on m'avait trompé. Le ministère de la Justice a trouvé dans une boîte, dans une cave, les papiers d'identité d'Uran, les photos de sa femme et de ses filles, dans les locaux d'une brigade militaire. S'il était vraiment mort au palais, il n'y avait aucune raison pour que ces documents se trouvent là. J'ai eu la chance, si l'on peut dire, la chance de trouver la photo d'un magistrat. Un juge auxiliaire du Conseil d'État, Carlos Horacio Urán, qui n'était pas un disparu, parce que son corps est réapparu le 2e jour au milieu des ruines du palais de justice. Ça prouvait quelque chose de très important. C'est que certaines personnes sont sorties vivantes du palais de justice, au moins une en tout cas, et qu'elle est revenue dans ce bâtiment morte. Il a bien fallu que quelqu'un la ramène et la dépose au milieu des cendres du palais de justice pour qu'on ait l'impression qu'il s'agissait d'une autre victime des combats entre les guérilleros et l'armée. Il mettait toujours son portefeuille dans la poche de sa veste. Et manifestement, une des balles a été directement dirigée en plein cœur. Aujourd'hui, 22 ans après, je suis confrontée au fait que quand ils m'ont dit qu'il était sorti vivant, c'était vrai. Pour la première fois, j'ai pu voir le rapport d'autopsie. Ils lui ont tiré dans la tête et dans le cœur. Et évidemment, ce n'était pas parce qu'il avait été pris entre deux feux. En août 2009, le colonel Luis Alfonso Plazas Vega ne s'est pas présenté devant la cour depuis 3 mois. Il a fait appel à 5 reprises pour que la juge Jara soit dessaisie du dossier. Accusé d'outrage à magistrat pour avoir refusé d'assister à son procès dans l'affaire du palais de justice, un juge a ordonné le transfert de l'ex-colonel Plazas Vega de la caserne où il est détenu à la prison de la Picota. La décision du tribunal est de solliciter l'IPEC pour le transfert du détenu à la prison de la Picota. Avant d'avoir pu être transféré en prison, le colonel Plazas Vega est admis à l'hôpital. Bonjour à vous tous, vous pouvez vous asseoir. Nous avons été informés que M. Luis Alfonso Plazas Vega a été admis d'urgence à l'hôpital de l'aviation militaire où il est suivi par le docteur Humberto Zuluaga Garcia, psychiatre, qui a diagnostiqué un état de panique et d'angoisse. La séance d'aujourd'hui est suspendue par décision de la juge, pour la simple raison que le colonel a appris la nouvelle de son transfert par les médias, ce qui l'a profondément choqué, et il a dû être hospitalisé. Quelques jours après avoir ordonné le transfert en prison du colonel Plazas Vega, la juge Jara reçoit des menaces de mort. Ils ont tenté d'entrer chez moi de nuit. J'en ai informé les forces armées et la police nationale. Je vis seule avec mon fils. Et je le répète, j'ai besoin d'une protection pour mon fils. Merci beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas laisser des délinquants intimider la justice de cette manière. Je crois profondément, parce que je suis très croyante, qu'il ne m'arrivera jamais rien. Mais en revanche, je ne crois pas que la dignité de la justice puisse rester aux mains de délinquants en Colombie. 2 semaines après l'ordre de son transfert en prison, le colonel Plazas Vega se trouve toujours à l'hôpital militaire, et ce malgré l'avis d'un psychiatre mandaté par la Cour qui le déclare en état d'assister au procès. Toute nouvelle tactique dilatoire sera refusée.
Ce procès ira jusqu'à son terme. Voici les images du transfert du colonel Plazas Vega de sa chambre de l'hôpital militaire vers la prison nationale de la Picota. Vous obéissez aux ordres des narcotrafiquants. Vous, directeur, vous obéissez aux ordres des narcotrafiquants. Les juges qui me jugent sont les sbires des narcotrafiquants. Je suis ici à cause de mon boulot au bureau des narcotiques. Vous vous laissez manipuler en participant à ce crime contre moi. Voilà ce qui se passe. Le 21 septembre 2009, après 20 mois de procédure et contre toute attente, les audiences et les plaidoiries du procès du colonel Plazas Vega ont enfin lieu. Angela Buitrago réclame la peine maximale de 30 ans d'emprisonnement. Le 9 juin 2010, 9 mois plus tard, le verdict tombe. Qu'est-ce qui m'apporterait la paix? C'est difficile de répondre. Pas la vérité, parce que je pense que nous, les familles, nous connaissons tous la vérité et nous savons tous ce qui s'est vraiment passé. Ce qui m'apaiserait, ce serait pas non plus qu'on me rende les ossements de mon père et qu'on me dise « voici ton père ». Je l'enterre et voilà, c'est fini. J'aimerais que ceux qui sont responsables de la disparition de mon père payent pour ce qu'ils ont fait, grâce à un procès moral et éthique mené par les gens, qu'ils ne puissent plus sortir de chez eux parce qu'ils ne pourraient plus supporter le regard des autres. Ça m'apaiserait beaucoup. Non, je n'ai pas eu la satisfaction de voir les restes de mon fils. Et c'est triste, parce qu'on aimerait avoir au moins ce droit. C'est un droit universel d'enterrer et de voir ses chairs disparues. Et moi, je ne l'ai pas eu. Ce qui serait juste, c'est que je puisse retourner 24 ans en arrière et ne pas abandonner mes études à cause de l'angoisse de ma mère. Mais personne ne me rendra jamais le temps perdu, ni ceux qui ont disparu. Après, pour obtenir justice ici, c'est très difficile. Pour faciliter l'annonce du verdict, s'il vous plaît, les médias, restez calmes. Extra. Noticia extraordinaria en RCN. Bon après-midi et écoutez bien. La justice colombienne vient d'annoncer la première condamnation dans l'affaire des disparus du palais de justice. 30 ans d'emprisonnement pour le colonel Alfonso Plazas Vega. Il est condamné pour quoi? Disparition forcée aggravée, 30 ans de prison et 10 ans d'interdiction d'exercer dans la fonction publique. Je ressens un petit peu de bonheur après 25 ans.
La justice colombienne a franchi un pas gigantesque pour le respect des disparus et plus particulièrement pour les membres de nos familles. Le fait que Plaza Vega ait été condamné ne signifie pas que c'est terminé. D'abord Plaza Vega, ensuite Arias Cabrales, et puis Samudio Molina, et le reste des militaires qui ont participé. Et je continuerai à lutter après tout ce qui a été fait durant toutes ces années. Quelques heures plus tard, le président colombien Uribe condamne le verdict. Le colonel Plazas Vega, qui en est désormais à son 7e avocat, a fait appel et n'a toujours pas été transféré en prison. Une semaine après le verdict, la juge Jara et son fils ont quitté la Colombie. Arias Cabrales, Ramirez, Sanchez Rubiano ainsi que 8 autres officiers sont également jugés pour disparition. Concernant leur implication dans l'assassinat de Carlos Urán, plusieurs militaires font actuellement l'objet d'enquêtes. En septembre 2010, le tribunal supérieur de Bogota décide que les membres du M19 peuvent toujours être poursuivis pour homicide commis durant l'assaut. 3 mois après le jugement du colonel Plazas Vega, Ángela Buitrago est limogée de son poste de procureur de la Cour suprême de justice. Les familles des disparus attendent l'issue des autres procès. Les dépouilles de leurs proches ne leur ont toujours pas été rendues.